Ok, bon, on va démarrer. Celles et ceux qui n'ont pas encore pu nous rejoindre le feront au fur et à mesure. Merci aux personnes qui sont actuellement présentes. Désolé pour les petits inconvénients techniques qu'on vient d'avoir sur ce lancement. Un petit problème de lien qui est en train de se régler. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi on ne voit pas leur image et ni pourquoi on ne les entend pas, c'est normal, on a choisi de désactiver les micros, les caméras de tout le monde. Vu la quantité de participants qu'on attend, on n'a pas eu trop le choix. Vous aurez donc un petit onglet questions-réponses qui est présent dans Teams afin d'y mettre les différentes questions que vous auriez envie de nous poser, auxquelles on aura l'occasion de répondre par la suite, et aussi de voter pour les questions que vous avez envie de voir traitées, sachant que vous allez être extrêmement nombreux, on ne pourra pas répondre à tout, donc n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Sur ce, Alexandre, je te propose de faire l'intro, et ensuite on attaquera dans le vif du sujet. Merci à toutes et à tous. Je Merci t'en prie. Adrien. Tu as déjà fait une bonne partie de l'introduction, donc c'est parfait. Je me présente, donc je suis Alexandre Rétif, je suis conseiller numérique sur Brest et aussi coordinateur numérique à la Chambre de métier, donc pour toute la région Bretagne. Donc j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire qui sera animé vraiment par Adrien, qui va se présenter aussi par la suite. Donc conseiller numérique qui est un peu notre référent intelligence artificielle ici sur la Bretagne. Donc, je te laisserai faire une petite présentation. Et donc, juste pour vous présenter très rapidement la Chambre de métier, nous, ce qu'on peut vous proposer sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, nous, conseillers ou conseillers numériques sur la Bretagne, on est là pour vous accompagner tout au long de votre création et tout au long de la vie de votre entreprise. Donc, l'autodiagnostic numérique, vous l'avez peut-être déjà fait en cliquant sur un lien pendant votre mail d'inscription. Donc, généralement, si vous avez mis vos coordonnées, vous serez recontacté par un ou une conseillère numérique de la Chambre de métier pour pouvoir voir un diagnostic, un rendez-vous personnalisé. Et ensuite, on verra avec vous ce qui est le plus pertinent pour vous accompagner dans votre transition numérique selon les sujets, donc les réseaux sociaux, sites internet, référencement ou autres, via nos formations continues ou accompagnement sur mesure. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. Juste, Adrien, je vais te laisser présenter la slide suivante. Donc, selon où vous êtes sur le territoire, voici le nom de vos contacts directement à la Chambre de métier pour la partie numérique. Donc, si vous avez demandé un rendez-vous, vous serez recontacté par ces personnes ou alors vous pouvez les contacter directement pour pouvoir les rencontrer et avoir des échanges. Juste avec une petite remarque, pour le Morbihan, les rendez-vous auront lieu qu'à partir de fin février. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de retour dans les prochains jours. Alors, pour parler un peu plus concrètement du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, voici ce qu'on va aborder lors du programme. Alors, Adrien va parler donc de la définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ensuite, il y aura des exemples et des applications pratiques. Comment utiliser l'intelligence artificielle directement pour votre entreprise? On va parler surtout de visibilité, réseaux sociaux, sites web. Une petite partie sur les limites de l'intelligence artificielle, quelles sont les responsabilités et quelle éthique aussi pour l'utilisation de ces nouveaux outils, mais également les mises en garde, car on voit que l'intelligence artificielle prend beaucoup de place ces derniers temps, on communique beaucoup autour, mais quelles sont les limites et il faut faire attention dans son utilisation. Donc, Adrien, je vais te laisser la main. Je crois que tu avais un petit sondage à lancer pour commencer. Ça va nous permettre de tester aussi un peu plus les nouvelles fonctionnalités de cet outil pour savoir comment vous avez eu connaissance de ce webinaire. Donc normalement, vous avez une petite question qui arrive directement sur votre écran. On vous laisse répondre directement et on enchaîne avec la présentation d'ici quelques secondes. Alors effectivement, j'en profite pour répondre au dernier message qu'on reçoit et puis on va attaquer. Alors effectivement, merci Alexandre pour cette présentation. Donc je me présente, je suis Adrien Dedaigne, je suis l'un des deux conseillers numériques d'Ille-et-Vilaine. Effectivement,
plutôt spécialisé sur des questions d'intelligence artificielle, de cybersécurité et de numérique responsable. Aujourd'hui, je n'aurai pas la prétention d'être exhaustif sur le sujet qu'on va aborder, mais l'idée, ça va être d'aborder un certain nombre de points, de sujets, afin de faire un petit peu le tour. Je m'excuse pour les problèmes techniques qu'on a eus au lancement. Je vais être un petit peu désynchronisé sur le départ et puis ça va se tasser. Merci pour les réponses au sondage. Effectivement, vous avez, pour la majorité d'entre vous, été contactés par mail. Donc, en gros, pour attaquer un petit peu dans le vif du sujet, on va commencer par une partie de définition et de fonctionnement. Alors, il y a énormément de définitions de l'intelligence artificielle aujourd'hui. J'en ai choisi une. J'ai choisi celle que donne la Commission européenne, qui définit l'intelligence artificielle comme la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Et je vais fermer ma boîte mail. Disons qu'effectivement que cette définition a le mérite de montrer clairement le fait que les intelligences artificielles sont aujourd'hui des outils qui ont pour but de reproduire des comportements humains. Et j'insisterai tout au long un petit peu de cette présentation là-dessus. Ça reproduit des comportements humains. Il n'y a pas encore de création innée, de création ex nihilo de comportements d'intelligence artificielle qui se seraient autoproduites. Pour vous faire un petit récapitulatif très rapide sur l'évolution de l'intelligence artificielle au cours de ces dernières décennies, on peut la faire démarrer à peu près au moment des débuts des travaux de Turing et notamment de son test. On pourrait parler aussi un petit peu des 3 lois de la robotique d'Asimov. On peut considérer la date de la victoire de Deep Blue sur Kasparov, donc aux échecs, qui a été suivie quelques années après par la victoire d'une autre intelligence artificielle au jeu de Go, et dont la dernière victoire en date est de 2017, où le programme d'AlphaGo 0 de Google a battu le champion mondial du jeu de Go de façon définitive, avec plus de 29 millions de parties effectuées pour atteindre un niveau qui n'est plus rattrapable par un humain. Et donc, on voit un petit peu à travers cette évolution qu'il y a eu des hauts avec des premiers âges d'or, l'invention des premiers chatbots, mais il y a aussi eu des hivers de l'intelligence artificielle qui sont des moments en fait de gel des financements. Tout simplement parce que les actionnaires ne croient plus dans l'IA, parce que la vitesse d'évolution des IA ne correspond pas aux attentes du marché. Et donc, régulièrement, déjà, on a eu des hivers de l'intelligence artificielle, et j'en reparlerai un petit peu plus par la suite. Actuellement, on est dans une phase d'expansion qui s'appuie énormément sur le deep learning. Deep learning qui va être le fait de présenter des bases de données conséquentes à des algorithmes afin de générer des apprentissages et de développer des intelligences artificielles. Donc, ça nous amène un petit peu sur le fonctionnement de l'IA. Aujourd'hui, on abordera des modèles génératifs, donc des modèles qui vont produire du contenu. Il faut bien comprendre qu'actuellement, il y a une absence d'intelligence artificielle générale, donc pas de Skynet, pas de HAL, pas d'IA qui est capable de s'auto-produire, en quelque sorte. On est sur des modèles qui ont été entraînés par des êtres humains, donc par des ingénieurs, entre autres, j'y reviendrai après, mais ce sont des modèles qui ont été codés par des êtres humains. Sous-entendu, des bases de données ont été choisies, sélectionnées, des informations ont été sélectionnées afin de développer des modèles d'intelligence artificielle qui permettront de générer du contenu. Donc, ce n'est pas innocent. Ça veut dire que la façon dont ont été codés ces algorithmes impacte énormément le résultat qui sera produit par ces modèles. Et bien évidemment, je vais développer sur le sujet. Donc, pas de réponse innée. Et même aujourd'hui, en fait, l'un des aspects importants qu'il y a bien à prendre en compte avec les modèles actuels, c'est que même en l'absence de données, le modèle essaiera de vous fournir une réponse.
ce qui peut être, en fonction de la situation, un petit peu problématique. Donc, parmi les modèles génératifs actuels qui Juste Adrien, fonctionnent... Oui, avant, on avait petit sondage aussi pour vous montrer que l'intelligence artificielle pouvait être utilisée au quotidien. Donc, pour comprendre, hop, je crois que tu avais une question. Exactement. Les usages de l'intelligence artificielle que vous avez peut-être déjà dans votre quotidien. Donc, on vous laisse répondre, à votre avis, entre ces différentes applications, usages, lesquels sont liés à l'intelligence artificielle pour vous. Merci Alexandre. Normalement, tu as la main sur les sondages, au cas où. Merci. Alors, on va laisser charger un petit peu les réponses, le temps de voir ce que vous nous proposez. Ça se tient à peu près, hein, du GPS, de l'assistant vocal, des traducteurs, sont effectivement des usages, hein, qui sont déjà présents dans notre quotidien depuis un moment. Donc, alors peut-être pour celles et ceux qui ne voient pas les propositions, peut-être que c'est lié au fait d'être sur smartphone. Disons que bon, ça nous donne une idée, c'est pas trop grave, on a une bonne quantité de réponses quand même. Je vais laisser charger. Et donc en fait, ces usages-là sont généralement basés sur des automatisations qui sont développées depuis plusieurs années, hein. On prend le cas du GPS, qui est un petit peu celui qui arrive en tête. On prend le cas des assistants vocaux. Ça s'est installé déjà profondément dans notre quotidien. Ça fait partie du paysage, hein, depuis quelques années. Et donc, il est de plus en plus normal, même si ce sont des usages dont on ne se rend pas nécessairement compte, aujourd'hui, d'utiliser des intelligences artificielles. Et on va aller dans cette direction-là de plus en plus, jusqu'à atteindre un absolu d'ici quelques années, où en fait tout sera appuyé par de l'intelligence artificielle. Mais ça me permet d'insister encore une fois sur le fait qu'il ne s'agit pas en fait d'une fin en soi. Les intelligences artificielles sont là pour faciliter les choses, pour les accélérer, pour les rendre plus efficaces, mais l'IA n'est pas en soi, n'est pas une finalité en soi, c'est un outil. C'est ce qu'on va voir, c'est un outil qui actuellement permet de générer du contenu, différents types de contenus, des contenus qui soient audio, des contenus de texte, des contenus d'images, des contenus vidéo. Lorsque vous avez tout ça ensemble, on parle d'intelligence artificielle multimodale. Je ne développerai pas beaucoup plus là-dessus. Disons que celui qui aujourd'hui essaye de se rapprocher le plus d'une intelligence artificielle multimodale, donc capable de tout faire, ce serait ChatGPT. Et en général, en fait, il le fait. Dans l'état actuel des choses, il le fait assez mal et il s'appuie sur des services tiers, donc il n'est pas encore en capacité de tout produire soi-même. Je vous ai donné quelques exemples d'intelligence artificielle qui actuellement ont le vent en poupe, mais qui sont toutes basées sur ChatGPT 4, donc modèle de ChatGPT, et donc qui se servent en quelque sorte de l'algorithme de ChatGPT pour développer leur propre offre commerciale. Ça nous amène un petit peu à ce à quoi sert réellement l'intelligence artificielle. J'en ai parlé déjà un petit peu jusqu'à présent. Mais ce sont des outils, très clairement, hein, qui permettent, en fonction de l'usage que vous en avez, de gagner du temps et d'améliorer, par exemple, la qualité de la production de contenu. Imaginons que, bien entendu, ça ne remplace pas un cerveau. C'est assez important d'insister sur ce fait-là. Mais si vous savez ce que vous faites, si vous savez ce que vous cherchez comme résultat, si vous savez quel est vraiment votre besoin, les intelligences artificielles sont des outils qui peuvent vous permettre d'accélérer cette production de contenu, de vous donner des idées, d'en vérifier d'autres. Donc, ça peut permettre d'améliorer la qualité d'un texte. Certaines intelligences artificielles, comme par exemple CopyAI, sont spécialisées sur de la réécriture de texte, de la vérification de texte. Et je n'aurais malheureusement pas énormément le temps de développer là-dessus, mais il est évident que plutôt que de se tourner vers des intelligences artificielles généralistes, lorsqu'on a un besoin spécifique, il vaut mieux aller chercher le bon outil pour accomplir la tâche qui correspond réellement à votre besoin.
Ça permet aussi de prendre en compte l'expérience de l'utilisateur, donc la vôtre, en analysant les interactions que vous aurez avec ces modèles génératifs. C'est là-dessus que s'appuie la majorité des modèles économiques des entreprises qui se lancent actuellement dans l'IA d'ailleurs. Et ça permet aussi éventuellement de diversifier les contenus que vous proposez. Si vous êtes en micro-entreprise qui fait de la création de bijoux par exemple et que vous cherchez des idées pour des posts sur vos réseaux sociaux, il est tout à fait possible d'utiliser une intelligence artificielle générative afin de vous proposer des sujets qu'il vous faudra par la suite développer vous-même. Donc, j'insiste une dernière fois là-dessus, mais l'IA aujourd'hui est un outil facilitateur, mais pas encore un outil producteur. C'est pas son but, et on aura l'occasion de voir si vous vous attendez à faire de la production de contenu avec des intelligences artificielles, vous risquez d'avoir des surprises. Donc, comment, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut correctement appliquer les possibilités de l'intelligence artificielle? Il faut déjà bien commencer par comprendre comment ça fonctionne. Ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, avec le fait que pour faire fonctionner ces modèles génératifs, on va collecter des informations, collecter des données, afin ensuite d'alimenter des conversations que vous aurez avec le modèle. Donc, les résultats des conversations que vous pouvez avoir avec des modèles d'intelligence artificielle générative dépendent des données qui ont été renseignées dans le modèle en amont. J'insiste là-dessus parce que ça veut dire que si les informations que vous cherchez ne sont pas présentes dans le modèle essaiera de faire du remplissage en fonction de ce qu'il connaît, de ce qu'il comprend, de ce qu'il suppose par rapport à vos attentes. Il est donc très important de bien cibler vos besoins avant de vous lancer là-dedans, avant d'aller en fait explorer un petit peu ces modèles-là, afin de savoir très clairement ce à quoi vous vous attendez. Est-ce que vous voulez des conseils sur votre communication? Est-ce que vous voulez des conseils sur votre marketing? Est-ce que vous voulez vérifier un petit peu vos personas? Est-ce que vous avez des questions sur le balisage de votre site internet? Peu importe, l'important c'est vraiment de savoir dans quelle direction vous allez quand vous allez utiliser ce genre de modèle. Des modèles qui vont donc mettre à profit les données que vous allez en fait partager avec, afin en fait d'améliorer un petit peu la qualité des réponses qui vous seront proposées. En gros, il faut bien percevoir les limites des modèles actuels, les accepter, afin d'en être conscient et de pouvoir en fait vous projeter sur l'usage de ces outils et d'éviter des mauvaises surprises, tout en profitant en fait des avantages et des opportunités qui vous sont actuellement accessibles. Ce qui m'amène du coup à la partie suivante, où on parlera d'exemples et de pratiques. Les mises en pratique aujourd'hui, quelles sont-elles? Elles sont variées. Elles peuvent aller de l'aide à la rédaction, de la proposition de création de personas, de la création d'agendas éditoriaux, de la génération de listes de mots-clés, de la création de visuels. Vous pouvez en fait contrôler la stratégie globale de votre entreprise dès aujourd'hui avec des modèles qui sont accessibles facilement et souvent gratuitement au grand public. Quand je parle de persona marketing, c'est bien entendu une façon pour votre entreprise d'identifier des profils types de clients, de cibler en fait des nouveaux prospects ou d'améliorer le ciblage de prospects existants afin d'améliorer un peu l'efficacité de votre communication, de votre marketing. Vous pouvez générer des listes de mots-clés. On aura tendance à voir qu'il ne faut pas non plus confier à 100% là-dessus, mais là encore, ça peut permettre de créer du volume, ça peut permettre de vous donner des idées. Ça peut aussi éventuellement vous aider à mieux communiquer, en sachant, là encore j'insiste, dans quelle direction vous allez un petit peu au départ. Si vous êtes complètement néophyte sur la communication du marketing, ça pourra éventuellement vous orienter, mais il faudra faire attention un petit peu aux résultats. Toujours avoir une espèce de double contrôle. Le modèle vous dira ce que vous voulez entendre. Donc, si vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, le risque de générer des résultats plus ou moins aberrants est assez élevé. Et enfin, pour par exemple aussi des sites de e-commerce, on peut imaginer l'optimisation de fiches produits. On peut aussi imaginer l'optimisation de votre balisage, vous donner des idées pour vos descriptions alternatives. Bref,
Ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, éventuellement pour un prochain webinaire. Mais voilà un petit peu quelques exemples, une liste non exhaustive d'applications pratiques de l'IA aujourd'hui. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Ok, tout va bien au niveau de la partie participation. N'hésitez pas, je fais une toute petite aparté rapide, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Q&R afin d'écrire vos questions. On a un petit problème avec QR, donc je vous laisse poser vos questions dans conversation et je ferai le modérateur pour pouvoir te les poser au fur et à mesure. Ne t'inquiète pas. J'ai les yeux un petit peu partout, je vois au fur et à mesure, mais je te laisserai me faire une liste à la fin. Ça marche. Alors, par rapport à cette mise en pratique, l'idée, c'est d'identifier comment est-ce qu'on va se servir de ces modèles. Comment est-ce qu'on va se servir de l'intelligence artificielle. Et c'est comme pour n'importe quel autre outil. Disons qu'il y a un certain nombre d'étapes. Déjà, il va falloir apprendre un petit peu à s'en servir. Ensuite, il va falloir savoir à quoi vous attendre et comment générer en fait ces attentes. L'idée, c'est pas un modèle absolu, celui que je vous présente là, mais il est quand même fiable et relativement universel. Quel que soit le modèle, avant toute chose, il faut définir un contexte. Donc, si vous balancez une question sans préparation, en demandant juste comment attirer des clients, vous aurez une réponse extrêmement vague. Vous aurez une réponse, mais ce ne sera pas précis. Alors que si vous commencez à préciser le fait que vous avez un atelier dans le centre-ville de votre ville, que vous avez tel type de client, que vous avez tel type de panier moyen, vous avez tel type de produit, déjà vous présentez un contexte. Vous allez là encore apporter des données, apporter des informations au modèle afin d'améliorer en fait cet échange que vous allez initier. Pour ça, il faut toujours présenter des exemples. Donc, je vous parlais d'un atelier en centre-ville avec un panier moyen, par exemple, d'une trentaine d'euros qui cible une clientèle majoritairement féminine. Par exemple, pour une boutique de bijoux de fantaisie, il faut donner des exemples, il faut donner du contenu. Sinon, en fait, s'il n'y a pas de contenu, il va être très difficile de vous apporter une réponse précise et cohérente. Pour ça, à la suite d'avoir présenté un contexte, présenté des exemples, il faut aussi préciser vos attentes. Donc, si vous vous attendez à avoir une liste détaillée de persona marketing qui vous soit expliquée au fur et à mesure des présentations, il faut l'écrire clairement. Il faut le décrire clairement. Et il faut donc en fait formuler clairement la tâche que vous voulez que le modèle génératif accomplisse pour vous. Et déjà, avec ces quatre étapes, vous êtes en capacité de structurer la majorité en fait, de vos interactions avec presque tous les modèles d'intelligence artificielle générative qui existent aujourd'hui. Pour ça, du coup, je vais vous présenter une série d'exemples, en commençant par celui des réseaux sociaux. Donc, je parle de contexte. Le contexte, c'est qu'on va vouloir définir une liste de persona marketing pour une activité de création de bijoux artisanaux. J'ai évidemment orienté un petit peu plus mes exemples vers des métiers d'art qui vont être plus présents sur les réseaux sociaux, mais ça s'applique à toutes les catégories d'activités artisanales, à toutes les catégories d'activités professionnelles aussi, de façon générale. Un exemple, par exemple, d'un atelier qui se situe dans une rue piétonne du centre de Rennes, avec pour clientes des femmes entre 30 et 50 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi rajouter le fait que le panier moyen que vous constatez est d'une trentaine d'euros, que vous proposez des prix d'appel à 20 euros et que ça va jusqu'à 70. En renseignant les bonnes informations, par exemple en jouant avec des données de l'INSEE, avec des données de consommation des ménages, par exemple, brétiliens, il est possible d'avoir des réponses extrêmement précises sur ce genre de requête. Et pour la formulation, du coup, on va aller sur une demande directe où on va demander notre liste de personas en précisant le fait qu'on s'attend à avoir la réponse du niveau d'un expert en marketing. Ça orientera le niveau des réponses, ça orientera la syntaxe, ça orientera le phrasé.
et ça améliorera un petit peu la qualité de la réponse qu'on va avoir. Tout en insistant sur le fait qu'on veut des explications à chaque fois. C'est très bien, par exemple, d'avoir un résultat d'avoir une liste de personnes marketing. Si vous n'avez pas de détails, pour arriver à creuser un petit peu, pour arriver à chercher des mots-clés, pour arriver à identifier des comportements, des besoins, des attentes auprès de vos prospects. Si vous n'avez aucun détail, avoir une liste, ça ne sert à rien. Donc, il est intéressant de le faire figurer dans la question, dans le prompt que vous allez soumettre au modèle au début de votre échange. À partir de cette structure, à partir de ces différentes étapes, à partir de cette façon de s'adresser à un modèle, vous pouvez, par exemple, commencer à creuser un petit peu la stratégie générale de votre communication, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour votre site Internet, pour n'importe quel autre type de support. Le détail de la conversation sera présente en fait dans notre support qui sera accessible. On en reparlera tout à l'heure. Mais là, pour vous donner un petit peu une idée, si on reste sur cette activité de création de bijoux artisanaux et qu'on demande un petit peu plus d'informations à partir de nos questions précédentes, voilà ce qui peut nous être proposé pour orienter un peu notre réflexion en communication et marketing. Donc, on va vous encourager, là pour le coup ce sont des réponses qui ont été générées par ChatGPT, on va vous encourager à mettre en place une différenciation unique. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait chez vous plutôt que chez un autre? Qu'est-ce qui fait que ce sera votre entreprise qu'on va choisir? Je vais juste très rapidement mettre mon téléphone en silencieux. Voilà. Différenciation unique. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait on va aller chez vous plutôt que chez un autre? Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à votre entreprise plutôt qu'à une autre? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Quelle est votre image de marque? Quels sont en fait tous les arguments qui vont faire qu'à partir du moment où on aura envie de faire appel à vos services, on pensera à vous et pas à une autre entreprise? Ça permet déjà de vous donner un certain nombre d'idées. Ça permet déjà d'orienter un petit peu, ça permet de vous projeter. C'est suivi par une expérience client exceptionnelle. Bon, toujours un petit peu de cette emphase propre à ChatGPT, cette syntaxe qui se reconnaît. Euh, Prendre en compte les attentes de vos clients, ça peut paraître évident dit comme ça, mais c'est encore insuffisamment fait. Qu'est-ce qui est attendu? Quelles sont les attentes? Enfin, quels sont les besoins? Quels sont les centres d'intérêt? Là encore, ça peut permettre de vous donner un certain nombre d'idées. On parle aussi d'une narrative de marque forte. Là encore, je parlais des valeurs de l'entreprise, je parlais de l'image de marque. Si vous n'en avez pas, si vous ne la mettez pas en avant, bah, déjà, le simple fait d'avoir un échange avec cet outil-là, ça peut permettre, là encore, de vous donner des idées. N'oubliez pas que les gens sont attirés par des histoires qui leur parlent et qui se reflètent dans leurs propres histoires et leurs propres aspirations. Ça nous permet en fait d'enchaîner du coup sur cette clientèle, sur ces prospects, ces gens qu'on aimerait atteindre de meilleure façon. On va dès lors parler de persona marketing, profil type de client. Et pour vous présenter un persona proposé par ChatGPT dans le cadre un petit peu de tout ce déroulé qu'on a entamé, on a l'exemple généré donc par l'IA de Sophie, professionnelle urbaine, 35-45 ans, cadre supérieur, revenu, donc catégorie CSP+, revenu élevé, qui va privilégier la qualité à la quantité. Déjà, ça nous paraît un petit peu évident, mais ça peut confirmer des doutes, ça peut confirmer des impressions, ça peut confirmer des comportements qu'on voit par exemple en boutique, avec des intérêts sur de la mode, de la décoration d'intérieur, de l'art et de la culture. Tout ça, ce sont des mots-clés aussi, entre parenthèses, du coup. On a posé la question un petit peu sur le comportement d'achat et on nous propose, là encore, ce sont des réponses qui sont générées automatiquement, on nous propose un comportement d'achat. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que Sophie cherche des pièces uniques qui reflètent son statut et ses goûts raffinés qu'automatiquement, toutes les femmes qui correspondraient ou qui s'approcheraient du profil de Sophie auront la même façon de penser. Mais disons que ça permet déjà de cibler une première catégorie à laquelle il sera possible de s'adresser d'une façon un petit peu plus appropriée, un petit peu plus ciblée.
Notamment donc en voyant ces comportements d'achat et en voyant ces attentes par rapport à votre marque. Là encore, c'est une liste de mots-clés, de la qualité exceptionnelle, du design original, une histoire unique derrière chaque création. Tout ça, ça va permettre en fait de développer tout un narratif dans la relation client. Et ça va permettre, là encore, de s'approcher au plus près des attentes de vos prospects. Là, je tiens juste à préciser, Adrien, que Vas-y. tous les exemples qu'on va donner, donc c'est bien dans le cadre de ce qu'on a dit tout à l'heure, d'une bijouterie basée dans le centre de Brest. Donc là, ce profil type de client, on est bien sur des clients de bijouterie et tout ce que tu vas proposer, ce que tu proposes ici est fait par l'intelligence artificielle, dont le résultat de ce persona, via ChatGPT du coup. Alors, de Brest, de Rennes, de Quimper, de Lorient, c'est sensiblement la même chose à partir du moment où vous avez le même modèle, on va dire un centre urbain assez dense avec une bonne proportion de professions de cadres, où vous avez un bassin d'emploi dynamique. Voilà, c'est peu importe. Voilà, on va dire que j'ai pris les exemples. Il y a un parti pris dans ce que je présente. Voilà. Mais ça s'applique à tout le territoire breton, ça s'applique à la France entière. L'idée, c'est pour ça que je vous présente ça comme ça, c'est de comprendre comment ça fonctionne, afin ensuite d'être autonome en fait dans l'échange que vous pouvez avoir avec les modèles. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est de continuer un petit peu cette démarche qu'on a entamée afin, par exemple, de générer des mots-clés. Alors là encore, c'est fait avec ChatGPT. ChatGPT est relativement doué pour faire de la masse. Donc si vous lui demandez, même dans la version gratuite de ChatGPT, si vous lui demandez une liste de mots-clés, il va vous produire du contenu, il va produire de la masse. En termes de qualité, ce sera pas. Enfin, il faudra là encore avoir un deuxième niveau de lecture. Mais si vous voulez produire des listes de 30, 40, 50 mots-clés en lien avec des personas ou en lien avec votre activité professionnelle, il est tout à fait possible en fait de faire de la masse, de créer du contenu. Et pour reprendre un petit peu donc la direction qu'on avait jusqu'à maintenant, avec ce persona donc de femme cadre, urbaine, avec un panier moyen assez élevé, catégorie socio-professionnelle plus, une proposition de liste de mots-clés qui permettrait d'attirer son attention, donc en fait d'enrichir vos contenus, vos publications sur votre site internet, sur votre blog, sur vos publications sur les réseaux sociaux, d'enrichir le contenu que vous allez proposer afin de permettre une mise en lien qui corresponde aux attentes, au centre d'intérêt de ce persona, de cette personne. Et on va vous proposer du coup un certain nombre de mots-clés sur le thème du luxe, sur le thème du haut de gamme, de l'élégance, du style, de l'exception, du chic urbain. Et même si ce n'est pas parfait, ça nous donne déjà un petit peu une première idée pour, par exemple, faire figurer quelques hashtags dans une publication sur Instagram ou sur Facebook. Quelques hashtags. Il faut arrêter de mettre des tartines de texte, enfin des tartines de hashtags en ne présentant pas de texte dans des publications sur les réseaux sociaux. Donc là encore, il faut éviter un petit peu des pièges auxquels on pourrait être poussé en utilisant ce genre d'intelligence artificielle. Mais on peut prendre quelques-uns de ces mots-clés afin de les utiliser dans des publications sur les réseaux sociaux. Et on peut aussi faire figurer le reste dans du texte pour une publication, par exemple, sur un réseau social ou sur un article de blog sur un site internet. Alors, j'ai juste vu, effectivement, je vois la question d'Anna, je l'ai vu passer 2 ou 3 fois du coin de l'œil. Effectivement, il est tout à fait possible, en fait, d'avoir des résultats erronés, surtout si vous utilisez les versions gratuites, comme sur la réponse d'Alexandre. Mais l'idée, c'est d'orienter un petit peu votre réflexion. Vous n'allez pas confier à 100% dans une réponse automatisée d'un modèle
d'une grande entreprise, hein, sans vous demander un petit peu pourquoi on vous présente ça, sachant qu'il y a un certain nombre de clichés, hein, dans le contenu même de la réponse. Il y a un certain nombre de partis pris, il y a un certain nombre de facilités, de raccourcis. Faut pas, c'est ce que je disais au départ, ça ne remplace pas un cerveau, mais ça va vous permettre d'orienter un petit peu votre réflexion. Et Mistral, on n'en parlera pas, notamment parce que c'est extrêmement compliqué à installer pour répondre à la question d'Eric, et je vais reprendre, arrêter de lire le chat. Mais effectivement, il y a des options françaises. Même si Mistral s'adresse beaucoup plus à des grandes entreprises, des collectivités territoriales, des institutions publiques. On vous présente aujourd'hui, en gros, principalement ChatGPT et Bard, qui sont donc des entreprises états-uniennes. Il n'y a pas que celles-là, mais ce sont les plus connues, malheureusement, les plus accessibles, là encore, et les plus simples à prendre en main. De toute façon, on vous montrera à la fin une je boîte vous à laisserai outils. détailler la complexité de l'installation de Mistral, si ça vous intéresse, entre On vous. vous présentera Je ne le ferai dans pas tous les ici. cas, dans les dernières slides, une boîte à outils avec tous les articles, enfin tous les outils que vous pouvez utiliser sur l'intelligence artificielle selon vos besoins. Donc Adrien, Voilà. je te laisse reprendre peut-être sur Ouais, le calendrier voilà. éditorial. C'est effectivement, mais je suppose que ça répond à peu près à la question. Il m'a semblé important de développer un petit peu là-dessus. Donc, à partir du moment où vous avez votre contexte, vos exemples, où vous avez formulé de façon claire ce à quoi vous vous attendez, et vous avez commencé à demander des exemples de stratégie générale, demander des exemples de persona marketing, de prospects. À partir du moment où vous avez aussi demandé des listes de mots-clés, tout ça donc dans un ordre, hein, dans une conversation qui au fur et à mesure accumule plus ou moins les résultats des questions précédentes afin d'influencer, d'améliorer les réponses aux questions suivantes. Il est possible en fait de commencer à mettre en place un certain nombre d'outils marketing un peu plus complexes, comme par exemple ici un calendrier éditorial. Beaucoup s'arrachent les cheveux pour la conception d'un calendrier éditorial. Il est tout à fait possible de faciliter ce processus dès l'instant, et là encore j'insiste, où vous savez à peu près dans quelle direction vous allez. Donc là, en fait, vous avez vu à peu près les requêtes qui ont été faites auparavant, vous avez vu un petit peu le déroulé, la réflexion qu'il y a eu dans la conversation qui a été mise en place et présentée avec ChatGPT tout au long des slides précédents. On a notre persona marketing, donc Sophie, professionnelle urbaine. On a une liste de mots-clés qui correspond un petit peu, qui est supposée correspondre à ses attentes, ses centres d'intérêt. Et il est en fait possible, à partir de là, de demander, toujours un petit peu dans cette même conversation, eh ben, de nous proposer, là encore, proposer, un calendrier éditorial qui corresponde, qui semble correspondre au centre d'intérêt de ce persona marketing. Et donc, alors je suppose que tout le monde voit bien, j'espère, mais pour vous détailler un petit peu, dans mon cas, en fait, là, par rapport à ce persona-là, j'ai demandé donc, dans la même conversation, à ce qu'on me propose 3 semaines de publication, 3 semaines de sujets pour correspondre un petit peu au centre d'intérêt donc de mon persona, Sophie, professionnelle urbaine, avec en première semaine, sur un lundi, un post sur l'importance de la qualité dans la mode. Voilà. Un mercredi, une story, par exemple, sur Instagram qui présente une visite d'atelier. Le vendredi, un partage d'une collaboration avec une artiste locale. Là encore, ça vous donne, par exemple, l'idée d'aller chercher des partenariats. Ça peut vous rappeler quelque chose auquel vous avez déjà pensé. Ça peut vous aider un petit peu à avoir cette impulsion, là encore. Outil facilitateur, pas producteur. Qui est suivi par exemple d'une publication sur les tendances de la décoration intérieure, des stories sur une journée avec Sophie, des posts sur l'histoire d'une création, ça marche toujours très bien, des conseils de style sur les tenues de travail, des lives Instagram pour de l'unboxing, et enfin des témoignages de clients satisfaits. Ça, c'est ce qui vous est proposé par exemple par défaut. À partir de là, vous commencez au bout d'un certain temps à connaître votre public, vous commencez à connaître un petit peu ses attentes. Ce que vous êtes en train de lire vous rassure, vous confirme un petit peu certaines intuitions.
il est possible d'adapter le contenu à ce qui vous semble le plus cohérent et en y mettant une petite touche un peu de finesse. On pourrait se dire que le modèle de la publication lundi, mercredi, vendredi, ça plaît bien, surtout quand vous visez des cadres, hein, des cadres urbaines dans des bassins d'emploi bretons, par exemple. Une première publication le lundi, vous attaquez par exemple sur une publication où vous allez, si tel est le cas, parler de votre reconversion professionnelle et de ce qui vous a amené en fait à présenter votre activité. Bon, le mercredi, en milieu de semaine ou le jeudi par exemple, plutôt le jeudi, on tire un petit peu la langue, la fatigue s'accumule. Il peut être intéressant de faire une deuxième publication, toujours à destination de ce même persona marketing, où vous allez cette fois-ci insister plutôt sur les valeurs de votre entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différente des autres professionnels de votre secteur et qu'est-ce qui mérite en fait qu'on garde en tête un petit peu votre produit plutôt qu'un autre, sans parler nécessairement du produit. Et le samedi, fin de semaine, quand épuisé, on n'a qu'une envie, c'est de se changer les idées, il est possible de proposer une publication où là, vous allez présenter un produit pour le mettre à la vente. Et ça, c'est une façon légèrement différente, dans notre cas, de cibler un profil très précis et de l'amener en fait à penser à nos services et d'avoir envie d'acheter nos produits. Sur un exemple de publication qui au final nous a pris à peu près une dizaine de minutes à produire. Là encore, le gain de temps est assez important. Et ensuite, il est tout à fait possible du coup de personnaliser les résultats. Il faut personnaliser les résultats. Donc voilà un petit peu pour cet exemple de déconstruction d'un calendrier éditorial fait de façon simple et rapide. Et sans rentrer dans le détail, à partir de calendriers éditoriaux avec certains outils, comme par exemple Notion, il est aussi possible à certaines petits malins d'automatiser du coup entièrement la création de posts sur les réseaux sociaux avec le choix des sujets en amont. Ce que je Et ne mais là, recommande on est pas quand de même sur faire. un niveau 2 Ouais, qui sera plus élevé, voilà. peut-être un jour sur un Non, mais futur atelier. je fais un petit teaser hein, pour les capacités, mais voilà, disons que c'est envisageable Donc pour finir sur le concrètement, calendrier éditorial. pour ton calendrier éditorial, tu as été sur ChatGPT et tu as demandé à l'intelligence artificielle, voilà mon activité, donc tout ce que tu as fait avant, peux-tu me proposer des exemples ou un calendrier avec des thématiques de posts pour Facebook ou Instagram pour mon activité? C'est bien ça, Ouais, c'est ça. tout simplement. C'est Évidemment, aussi simple que ça. voilà, mais Enfin, le aussi texte que simple tu que ça. le J'ai texte que vu tu as mis, j'ai vu passer là encore du coin de l'œil hein, certaines questions sur la confidentialité des données et sur l'efficacité des modèles gratuits. Bon, faut faire attention aux résultats quand même, hein. Mais disons que facilement et rapidement, il est tout à fait possible en fait d'atteindre des résultats comme celui-là sans avoir besoin d'être un professionnel du marketing, de la communication. Tout en sachant, là encore, j'insiste, à peu près dans quelle direction vous allez. Voilà, c'est tout bon. merci. Bon, Je bah, te laisse continuer. Il y a pas mal de questions sur la confidentialité, propriété ouais, intellectuelle bah qu'on va oui, traiter plus c'est tard. dommage qu'on n'ait pas de possibilité pour le vote, mais on y reviendra du coup tout à l'heure. On revient tout à l'heure, ouais. Voilà, on note cette question. Donc pour vous prendre un autre exemple, alors là cette fois il y a un petit peu plus de texte, je ne m'attends pas à ce que tout soit lu dans le détail, c'est surtout pour vous montrer un petit peu la densité, la complexité et la qualité des informations qu'il est possible d'obtenir. Alors les plus attentifs verront que ça vous parle de création de lacets artisanaux, une petite partie que j'ai supprimée dans le titre, mais où j'avais pris cet exemple effectivement pour illustrer un peu mon propos. Et où il est en fait tout à fait possible de poser ce genre de questions, donc comment améliorer le taux de conversion de mon site de vente en ligne, et d'avoir des réponses de ce niveau-là. Des réponses qui sont tout à fait cohérentes hein, par rapport à ce que pourraient vous dire des professionnels du marketing et de la com, où effectivement il faut analyser, optimiser votre site web, mettre en place une stratégie de marketing digital, bien intégrer la gestion de la relation client et analyser, optimiser votre tunnel de conversion. Déjà, rien qu'avec ça, même si vous ne savez pas ce qu'est un tunnel de conversion, eh ben, ça va vous
vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, vous allez pouvoir vous renseigner, vous allez pouvoir chercher un petit peu et avancer, là encore, dans des directions auxquelles vous n'auriez pas nécessairement pensé, et ça pourra permettre, à terme, d'améliorer un petit peu l'efficacité, par exemple, de votre site. Pour la suite, on vous propose là encore des idées, et ce sont de bonnes idées, hein, mettre en place un programme de fidélisation, collecter des avis clients, proposer des offres, des promotions, mettre en place des partenariats, des collaborations, du suivi, de l'ajustement. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est structuré d'une façon qui tout de suite saute aux yeux et nous permet en fait, là encore j'insiste, de nous projeter dans la suite de notre activité professionnelle. Grosse différence par exemple avec la situation d'un entrepreneur qui aurait un petit peu de mal à se situer, qui se trouverait face à une quantité conséquente d'informations, à des avis divers venant de toutes les directions. Bon, ben voilà, ça peut permettre déjà un petit peu de préciser des idées, de préciser une direction. Ensuite, il est aussi tout à fait possible de générer des images afin, là encore, d'étoffer, on va dire, par exemple, de la communication sur les réseaux sociaux ou d'illustrer des articles sur un blog. Pour garder un petit peu l'idée de l'entreprise de création de bijoux artisanaux fantasy, j'ai en fait sur ces images-là insisté sur le fait de présenter une scène de formation, chose qui arrive régulièrement hein, en atelier. Et donc, voilà un petit peu ce que vous pouvez atteindre en termes de qualité d'image, en termes de propositions sur des thèmes très ciblés, comme par exemple la représentation d'une artisane au milieu de ses apprenants lors d'un atelier de création pour apprendre à faire ses propres bijoux artisanaux. Voilà. Ça prend un certain temps. C'est pas instantané, le résultat ne plaira pas à tout le monde, c'est pas non plus le but. L'idée, vraiment, c'est d'illustrer entre ne rien mettre et mettre, par exemple, une image comme celle-là afin de faire de la publicité pour votre session de formation. J'aurais tendance, effectivement, à vous conseiller de mettre une image un petit peu dans ce style-là, plutôt que de ne rien mettre. Après, on aura l'occasion de développer. Il est toujours intéressant de mettre, effectivement, vos propres photos. Mais voilà, ça peut en intéresser certains. À savoir que c'était fait via DALL-E. Il y a aussi les Midjourney. Donc là, c'est le même principe. On met un prompt, ce qu'on veut dans l'image, et il nous génère une image qui, selon l'intelligence artificielle, est correcte selon notre demande. Donc ça prend du temps, on peut la refaire, il faut bien décrire ce qu'on souhaite. c'est exactement ce que je dis, hein, entre passer 30 minutes à lutter avec un modèle pour avoir exactement l'image que vous voulez et investir dans un smartphone correct, éventuellement regarder des vidéos, suivre une formation pour apprendre à atteindre un premier niveau de photo satisfaisant, par exemple pour les réseaux sociaux, sortir votre téléphone, prendre la photo et ne plus avoir qu'à la mettre en ligne. Voilà. Des fois, il n'y a pas nécessairement besoin de se compliquer la vie. Mais c'est tout à fait faisable, c'est intéressant et c'est rapide. Ça peut aussi, si vous n'êtes pas trop exigeant sur ce que vous voulez exactement avoir à l'écran, ça peut en fait vous permettre de générer du contenu en quantité avec une qualité suffisante pour illustrer vos contenus sur les réseaux sociaux. Faire un petit peu de meublage. Il est intéressant de considérer, en parlant de réseaux sociaux, que vous avez déjà les premiers influenceurs virtuels qui sont apparus, notamment donc Anne Kerdy, qui commence à être un petit peu suivie en Bretagne. Et je vous laisserai, si vous avez envie d'aller jeter un œil par curiosité, regarder un petit peu le contenu de cette page Instagram. Mais il est tout à fait possible, sans avoir aujourd'hui, donc il est tout à fait possible de ne plus avoir à figurer soi-même sur des réseaux sociaux pour animer de la communication, comme un avatar en fait. Hein. Supposons que vous ne soyez pas à l'aise avec le fait d'être pris en photo, que vous n'ayez pas envie, que pour X ou Y raison, il est déjà possible en fait de mettre en place ce genre de pratique.
des pratiques qui sont en passe d'être encadrées par la Commission européenne, Meta ayant déclaré récemment le fait de se soumettre à l'obligation d'indiquer les contenus générés par intelligence artificielle sur sa plateforme dans les semaines et les mois qui viennent. Mais à partir du moment où vous le signalez, où vos prospects sont informés et où ça correspond à vos besoins et à leurs attentes, pourquoi pas. Alors j'avais une partie de sondage qui n'est pas encore, à laquelle on n'est pas encore. Je vois passer encore la tristesse pour certains de ce genre de pratiques. Il faut bien se rendre compte d'une part que ça ne va pas être l'inondation instantanée, même si bon, avec le développement des métavers, la mise en place d'avatars virtuels, enfin bon bref, on va dans cette direction-là. Mais d'une part, c'est pas nouveau, hein, il suffit de regarder un petit peu le développement des MMORPG dans les années 2000 pour voir que vous parlez d'avatars virtuels, bon bah ça fait plus de 20 ans, hein, donc c'est pas choquant en soi. Et vous avez aussi pas mal de gens qui vont pas nécessairement qui vont pas se sentir à l'aise, hein, sans parler tout de suite de phobie sociale, mais vous pouvez avoir des gens qui vont pas être à l'aise avec le fait d'être pris en photo, qui vont pas être à l'aise avec le fait de s'exposer personnellement, qui vont probablement plus avoir envie d'insister sur leur entreprise. Pourquoi pas? C'est un outil. Après, il faut bien entendu prendre en compte l'impact que ça a auprès de vos clients, hein. Ça peut, et ça fera fuir un certain nombre de personnes et il se peut que ça n'en gêne pas d'autres. Voilà. C'est disponible, c'est accessible, c'est une évolution un petit peu de ce qu'on a eu l'occasion de connaître, jusqu'à maintenant. En parlant d'image de marque, il est donc tout à fait possible aussi de développer une image de marque avec des intelligences artificielles, des modèles d'intelligence artificielle générative. Vous avez par exemple ici une image, donc cette fois j'ai passé un petit peu plus de temps à la générer, j'ai dû passer une dizaine de minutes à atteindre ce résultat qui n'est pas parfait, ça saute aux yeux, hein. C'est pas le but. Dans l'idée en fait de rester sur notre entreprise dont on parle depuis tout à l'heure de création de bijoux artisanaux avec son atelier dans un centre-ville, d'une grande ville, peu importe laquelle. Mais on pourrait supposer que des images de ce style-là soient en capacité en fait d'attirer le persona marketing dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour rappel, pour un certain nombre de personnes qui sont en train d'arriver en ce moment, donc une jeune femme urbaine, cadre, CSP+, présenter ce genre d'image, ce genre de création, ça permet d'installer une image de marque. Une image de marque qui sera portée sur l'élégance urbaine, l'artisanat raffiné, sur un certain nombre de mots au champ lexical fleuri, où vous allez, dans votre proposition, en fait, faire en sorte que l'art rencontre le quotidien. Tout ça, c'est du contenu généré automatiquement à partir d'un certain nombre d'échanges que j'ai eu avec le modèle gratuit de ChatGPT. J'ai perdu mon accès hier en fin de journée. Il y a un mélange, mais un mélange assez faible, hein, des versions payantes et gratuites. J'y reviendrai après. Et où en fait, là, on vous propose très clairement hein, pour votre image de marque, partir sur l'intersection entre l'artisanat traditionnel et un style de vie moderne. Et je trouve que cette image correspond assez bien à ce que j'ai cherché, hein, du coup, à ce que j'ai poussé à présenter. Où le bijou, la bague, en l'occurrence, alors mon prompt normalement sera dans le détail, hein, entre parenthèses. Où la bague en fait est au centre. Donc c'est pas parfait, hein. J'aurais bien aimé que la bague soit un petit peu moins visible, qu'il n'y ait pas de boucle d'oreille, le collier n'est pas forcément nécessaire. Être en son doigt dans le café, bon, c'est pas parfait. J'en ai eu marre au bout d'un moment de chercher un certain niveau de détail. C'était pas le propos non plus. Certains seront plus patients que moi. Mais on atteint déjà en fait en quelques étapes un résultat qui peut évoquer ce sentiment-là, évoquer ce sentiment de raffinement, d'élégance à toute une catégorie de personnes qui vont être sensibles à ce genre d'argument, qui vont être sensibles à ce genre d'image. C'est
du coup possible en fait de partir, hop, je mélange un petit peu les pinceaux, de partir là-dessus en fait avec là encore des modèles d'intelligence artificielle générative qui, soyons honnêtes, vous font gagner un temps conséquent sur ce genre de contenu. Pour enchaîner, donc, on peut aussi donc, améliorer le détail de ces fiches produits. Vous préparez vos personas au préalable, vous fournissez des détails nécessaires. Par exemple, donc là, ma question, c'était d'afficher le détail d'une fiche produit, donc en gardant ce persona clientèle féminine urbaine, en concernant donc une paire de boucles d'oreilles, une fiche produit sur un site de vente. Et il est possible, à partir du moment où vous avez ce premier résultat, j'ai caché les résultats généraux qui sont accessibles dans la présentation, mais je saute direct au résultat caractérisé, on va dire. Il est possible, à partir d'une demande comme ça, d'insister en renseignant aussi votre persona marketing. Donc, on reprend le persona de Sophie, jeune cadre urbaine dynamique. On va demander en fait la mise en relation du contenu de la fiche avec votre persona marketing. Et on arrive à des résultats comme ça. Donc imaginez votre fiche produit peu ou mal renseignée. Il est possible dès aujourd'hui, avec un modèle gratuit comme celui de Bard, d'avoir ce genre de proposition de contenu. Où on va là encore insister sur le terme de l'unicité, du raffinement, on va avoir du détail, on va vous parler du fruit du travail artisanal minutieux dans un atelier local, la passion, le souci du détail. Là encore, des termes qui attirent l'attention de ce genre de persona-là. On vous propose aussi comment mettre ce bijou en valeur, une occasion, une tenue de soirée, une boucle qui sera un atout de charme pour un look décontracté. Et on peut aussi continuer, hein, là encore, on rajoute du détail, on donne du contenu à l'algorithme de Google afin d'améliorer le référencement de son site de vente, en améliorant là encore la mise en lien entre votre contenu et la requête de l'internaute. Et on va vous parler un petit peu d'un accessoire indispensable, le fait de se faire plaisir en s'offrant un bijou unique, proposer des mots-clés et aussi rajouter un appel à l'action, en invitant la personne, par exemple, à ne pas manquer l'occasion de sublimer son look avec des boucles d'oreilles, et en profitant aussi, par exemple, d'un envoi plus rapide si elle commande dans les 5 minutes qui suivent. Je vous laisse à vos conclusions sur ce genre de petites choses. Bon, spoiler, ça marche. Il est ensuite possible aussi de mettre en place un certain nombre d'automatisations dans la gestion de la relation client. J'ai pas rajouté le nom de cette entreprise que je n'ai plus en tête, mais ce sont des chatbots, des captures d'écran de chatbots pour WhatsApp Business. C'est l'idée. Un chatbot, ça va être un outil conversationnel automatisé qui va répondre à la majorité des questions les plus courantes de vos clients, de vos prospects, notamment par exemple sur votre site de vente en ligne, mais c'est aussi le cas sur votre page Facebook, sur votre fiche d'établissement Google, sur votre WhatsApp Business. Ça permet en fait de vous libérer là encore un temps conséquent dans en fait la gestion de la relation client. Pour la petite histoire, j'ai eu une fois un rendez-vous avec un coutelier à Gouézec qui passait 1 heure par jour, tous les jours, à répondre à ses messages sur Facebook. Je vous laisse faire le calcul en termes de temps et de coût de revient de ce genre d'opération. À partir du moment, même s'il s'agit de passer par des services spécialisés pro, hein, si ça vous revient moins cher ou moins de payer pour un service comme ça plutôt que de répondre à la main, entre parenthèses, à chacun de vos clients, voilà. Je ne développerai pas plus dans cette formation de niveau 1, mais je vous laisse là encore imaginer un petit peu le temps qu'il est tout à fait possible de gagner avec ce genre de choses. Il est aussi possible du coup avec ce genre d'outils de mettre en place des campagnes d'audience ciblées, de rajouter une extension, un widget sur votre site WordPress ou de faire des implémentations no-code afin d'automatiser encore plus le parcours client. Par rapport à tout ce qu'on est en train de voir, on aura eu un petit peu de retard, mais je vais essayer de me tenir à peu près à notre horaire. Parler un petit peu des répercussions du coup qu'on a eu l'occasion de voir. Ça a déjà des répercussions conséquentes sur la performance, la productivité, le rendement. Ça permet aussi de développer des canaux de vente. Ça permet, en fonction un petit peu de ce à quoi vous vous attendez, de représenter un apport de créativité. Ça permet de
proposer de nouveaux produits, de nouveaux services de façon générale, ça permet d'accélérer encore les choses. Et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Le but n'est pas de dire qu'il faut aller obligatoirement dans la direction de l'usage de ce genre d'outils. C'est juste que pour ceux qui vont s'en servir en connaissance de cause, voilà en fait les répercussions plus ou moins immédiates que c'est déjà en train d'avoir. Du coup, ça nous amène à toute une partie intéressante, mais que j'aurais peu le temps de développer, sur l'éthique, la responsabilité et les limites de ce genre de modèle. Et il y aura beaucoup à en dire, je passerai rapidement sur le sujet, ce serait plus, par exemple, dans une formation de niveau 2 ou dans des échanges qu'on aurait l'occasion d'avoir si ça vous intéresse par la suite. Mais par rapport à ce que je vous ai présenté sur de la génération de contenu, notamment de contenu textuel, mais aussi d'images, comme j'ai eu l'occasion de mentionner, même les images, les textes sont produits par rapport à des banques de données, par rapport à des banques d'images qui sont préexistantes. Donc, dans le cadre des images, le modèle est incapable de créer une image à partir de rien. Donc, il va prendre des petits bouts d'images et il va faire sa petite construction jusqu'à temps en fait, que le résultat vous satisfasse. Pareil pour la conception de texte. Donc, le risque de plagiat est présent. Et le risque aussi de se retrouver en face un peu de l'armée des clones, hein, on ne va pas se le cacher. Si tout le monde utilise le même modèle, dans la même version gratuite, qui a systématiquement la même syntaxe, la même façon de structurer son texte, la même façon lisse et un peu fade, hein, on ne va pas se le cacher, de présenter son contenu, ça ne tirera pas les choses vers le haut. Donc, il est important de faire un petit peu la part des choses là-dessus. Ça a aussi une empreinte carbone sociale et environnementale catastrophique. Je ne développerai pas beaucoup plus maintenant là-dessus, mais je vous invite tout de même à répondre au petit sondage suivant sur notamment l'impact qu'a ce genre de modèle sur l'entreprise. Mais actuellement, en fait, c'est une catastrophe, hein, le fait de poser une question à ChatGPT en fonction un petit peu des sources, mais on va vous dire que ça consomme la quantité d'énergie nécessaire pour faire bouillir une tasse de thé. Bref, c'est là encore à prendre en compte. Ça peut avoir un impact sur votre clientèle. Ça pousse aussi à prendre en compte un certain nombre de nouvelles réglementations, de respect de la vie privée des données personnelles des utilisateurs. Et il y a tout un thème sur la perception en fait de vos clients. Donc en gros, on s'approche un petit peu de notre conclusion, hein, on s'approche beaucoup de notre conclusion. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes face à des modèles conversationnels qui sont en développement. L'algorithme, il faut bien comprendre qu'il veut vous garder le plus longtemps possible afin d'emmagasiner le plus d'informations, le plus de contexte possible afin d'améliorer son modèle et donc d'améliorer son offre commerciale. L'objectif, c'est vraiment de ne provoquer aucune frustration chez l'utilisateur. Sous-entendu, les réponses peuvent parfois être biaisées. Et je vais y venir très vite. Les réponses sont aussi émulées sur des échanges précédents, donc le risque de censure est très élevé. Dans le monde parfait de ChatGPT et de Bard, tous les sujets un petit peu sensibles, tout ce qui ne touche pas au bonheur, à l'allégresse, à la joie, voilà, aura tendance à être complètement mis de côté. Et donc influencera en fait les contenus que vous allez présenter. Et donc, ce risque de censure est présent. Ce risque de réponse biaisée est aussi extrêmement présent, dans la mesure où, si vous ne faites pas attention, ou si vous n'en prenez pas conscience, vous pouvez vous retrouver dans des situations comme celle-là. Je parlais du fait que l'algorithme fait tout son possible afin de ne pas être frustré. Donc, si vous êtes amené à demander une recette traditionnelle à base d'œufs de cheval, ChatGPT, alors dans sa version gratuite, je pousse un petit peu, la version 4, il est nécessaire d'utiliser 3-4 jetons afin d'arriver au même résultat, mais c'est encore faisable. ChatGPT vous proposera une recette d'œuf de cheval.
en vous précisant que c'est peu couramment consommé dans la plupart des cuisines traditionnelles, car c'est moins populaire que les œufs de poule, mais dans certaines régions du monde, on peut préparer des plats spécifiques. Et là, on vous présente même une recette traditionnelle de Mongolie qui utilise des œufs de chevaux. Voilà. Avec tout, la pâte que vous pouvez acheter à part. Quand vous lisez dans le détail, en fait, le résultat de cette réponse, c'est typique d'une réponse de ChatGPT. Voilà, vous pouvez acheter la pâte à part. Il faut bien s'assurer que les œufs soient frais, bien lavés. Hachez finement l'oignon moyen. Voilà. Et en plus de ça, on a le bon goût de vous préciser que en fonction des pays, là, il se peut que ce soit culturellement moins admis de consommer des œufs de chevaux. Et donc, il vaut mieux se renseigner. Il faut être bien conscient que il vaut mieux être familier. Là encore, ne soyez surtout pas surpris. Hein, allez vers ce que vous connaissez déjà, pour vous traduire un petit peu ce que je vous ai présenté auparavant. Donc, soyez déjà familier avec la saveur particulière des œufs de chevaux. Et chez Google, actuellement, c'est la même chose. On ne veut pas que vous soyez frustré. On ne veut pas que vous abandonniez le modèle en cours de route. Donc, si vous demandez une recette à base d'œufs de cheval, vous aurez une recette à base d'œufs de cheval. Et là encore, on aura le bon goût de vous préciser le fait que c'est peu courant, que la réglementation peut varier selon les pays et qu'il est donc important de se renseigner auprès des autorités locales avant de consommer des œufs de cheval. Voilà. On fait en sorte de remplir les blancs, remplir les vides, afin que vous ayez une réponse et que vous ne partiez pas. Méfiance là-dessus. Ce qui est un petit peu la même chose d'ailleurs sur la création d'images. À gauche, vous avez une image typique, là encore sans grand intérêt, hein, de ce que peut produire ChatGPT, où on demande à un entrepreneur, la représentation d'un entrepreneur qui gagne du temps grâce à l'intelligence artificielle dans le cadre de son activité artisanale avec une ambiance sereine et un style semi-réaliste. À droite, j'ai pris la même question, mais en demandant de rajouter de l'émotion. Voilà. Vous voyez tout de suite le changement. D'un côté, l'ambiance sereine est représentée par un côté bleuté. Vous avez des livres qui sont ordonnés. Vous avez un poste de travail rangé. L'homme est concentré, serein. Il se projette vers l'avenir. Et de l'autre côté, les couleurs sont plus chaudes. Les livres ont disparu. Il est dans son salon. Sa tasse est à la main. C'est le résultat quand vous demandez à Dali d'ajouter de l'émotion à une image. Certaines images d'ailleurs que je ne ferai pas figurer sont présentes dans le contenu du document où à chaque fois j'ai demandé à rajouter encore un peu plus d'émotion et encore un peu plus d'émotion. Je vous laisserai regarder pour ceux qui seront curieux. Du coup, ça nous amène à l'une des dernières parties sur les projections et les mises en garde par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de vous présenter, notamment en termes de cybersécurité. Je vais aller un tout petit peu plus vite afin qu'on ait l'occasion d'avoir une petite partie questions. On débordera d'une petite dizaine de minutes. Mais aujourd'hui, les intelligences artificielles font peser un certain nombre de menaces extrêmement réelles sur la cybersécurité des particuliers et aussi des entreprises, avec un risque de désinformation assez élevé. Je n'ai pas pris des tonnes d'images, hein. J'ai choisi celle de la superstar de la génération d'images actuelles sur Midjourney et ChatGPT. Vous voyez cette magnifique photo du pape en doudoune, qui a floué des millions de personnes. Même si, en fait, effectivement, bon, quand on fait attention, ça se voit, hein, le fait, par exemple, que là, il manque un bout de chaîne. Ici, la lunette était tirée. Et là, je ne sais pas si vous tenez votre tasse à café comme ça, mais moi, en tout cas, j'aurais tendance à éviter. Mais même si ça peut aujourd'hui paraître un peu plus... Enfin, ça peut paraître évident, les modèles se sont encore améliorés, il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, et il est possible, du coup, de se faire arnaquer de façon assez brutale, d'avoir des usurpations d'identité, d'avoir du vol de données, du chantage, des pourriels. La liste est longue, mais aujourd'hui, pour aller à l'essentiel là-dessus, on constate une augmentation du nombre et de la complexité des attaques. Pour rester dans l'actualité, hein, vous avez récemment nous avons été près d'un tiers de la population française à voir nos données personnelles, numéro de sécurité sociale, mail, nom, prénom, adresse, la quasi-totale, à partir directement en direction du dark web, suite à des piratages sur des sous-traitants
données de mutuelles. Donc là, c'est assez important parce qu'avec ce genre d'informations, il est tout à fait possible, si en plus on trouve votre photo, qu'on arrive à écouter quelques secondes de votre voix, on peut en fait se faire passer pour vous et appeler votre banque, hein, même en visioconférence. Hein. Ce qui est arrivé du coup récemment, il y a quelques jours, à une entreprise hongkongaise, où pour la petite histoire, un salarié se connecte à une visio qui était prévue, se retrouve avec une quinzaine de ses collègues, ils échangent sur une durée d'à peu près 1 heure. L'employé réalise, comme il a l'habitude de le faire, un certain nombre de virements tout au long de la visioconférence. La visio se termine. L'employé se rend compte qu'il a oublié d'aborder un sujet. Il appelle l'un de ses collègues qui était présent à la visioconférence et se rend compte en fait que la visio n'a pas eu lieu. Donc en fait, il y a eu tout un travail assez poussé, hein, prendre des photos, probablement avec de l'espionnage interne, hein, écouter les voix, voir les réactions, connaître un peu les caractères, les process de l'entreprise, et a été émulée une réunion afin de soutirer pour l'équivalent de 26 millions de dollars en virement à cette entreprise. Voilà. Donc, si évidemment on n'y est pas encore pour notre TPE d'une dizaine d'employés, il y a un risque qu'on y arrive assez vite. Parce que si aujourd'hui ça demande encore quelques connaissances de faire ce genre de manipulation, vous allez voir apparaître ce genre d'outils d'ici quelques mois, ça coûtera quelques euros, bref. Prudence sur ce sujet-là. Il est donc intéressant dès aujourd'hui de voir l'autre revers de la médaille, le positif. L'intelligence artificielle va aider à améliorer la protection des utilisateurs en personnalisant les solutions de sécurité, en améliorant la détection en temps réel, en personnalisant les alertes et en créant des conseils automatiques. Et aussi en ayant des mesures de sécurité adaptatives, notamment, pour vous prendre un petit exemple que moi je reçois dans ma boîte mail, où quand, donc c'est un service de Microsoft pour le coup, mais quand l'intelligence artificielle détecte un risque potentiel de sécurité, on vous bloque le mail. On le met de côté, on enlève les images pour éviter que vous vous fassiez pirater. Je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail, mais il est possible en fait déjà aujourd'hui de voir une amélioration de la sécurité pour les entreprises grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je terminerai juste là-dessus, hein, mais l'idée c'est vraiment d'anticiper et de ne pas vous retrouver face à des situations désagréables comme celles qui ont pu être mentionnées auparavant, et en gros intégrer le risque cyber et intégrer l'IA dans les process au même titre qu'on intègre le risque incendie dans la gestion d'une entreprise, par exemple. Adrien, juste très rapidement, Ouais. du coup, là vous avez vu, il y a eu beaucoup de fuites de données ces derniers temps. Un petit conseil en dehors de l'intelligence artificielle, vous allez être sollicité par des mails, des spams ou par des coups de fil. Ne cliquez pas sur les liens, ne répondez pas. Si vous avez un doute, vous contactez directement, par exemple, votre conseiller bancaire, votre agence ou autre. Donc faites attention dans les prochaines semaines parce que justement, via cette fraude à la mutuelle et au numéro de sécurité sociale, il y aura sûrement des tentatives de phishing. Ouais. Bah après, en fait, par rapport à ces tentatives de phishing, hein, d'hameçonnage, d'arnaque directe, vous pouvez, hein, enfin, on va se retrouver dans des situations, et je terminerai là-dessus. On va se retrouver dans des situations où votre fils, votre fille peut vous appeler en larmes à la suite d'un accident de voiture, en visio, hein, vous la verrez, ce sera sa voix, elle sera en train de pleurer. Et en vous demandant au plus vite vous faire un virement, parce que c'est la catastrophe, et en difficulté, il va lui arriver des choses, ou il s'est fait kidnapper, bref. Et ce sera une arnaque. Ça aura été émulé à partir de photos, à partir de moments vidéo qui auraient été trouvés sur les réseaux sociaux, enfin bon, bref. Je vous laisse là-dessus. On va dans cette On direction-là, n'y est d'où pas encore, l'importance on n'y de est se pas encore, je protéger. tiens à préciser. On y est déjà en fait, mais le coût de ce genre d'opération est trop important par rapport Par à rapport à la cible. l'attaque de particuliers. Pour des grosses boîtes, pour 26 millions de dollars, on y est déjà. Pas encore pour des petites entreprises, mais bon, d'ici quelques mois, quelques années, voilà. Donc les niveaux de sécurité vont s'améliorer, par exemple, au niveau des pourvoyeurs de services. Hein. Microsoft va améliorer Outlook, Meta améliorera WhatsApp. Ça va aller en s'améliorant. L'IA sera appliquée à tous les niveaux, hein, pour améliorer la sécurité. Mais il faut aussi, du coup, anticiper et savoir comment réagir et comment détecter ce genre de situation. Je vais donc à ma conclusion. Et en gros, s'il y a une chose que j'ai vraiment voulu vous présenter aujourd'hui à travers
cette conférence, ça aura été de bien vous encourager à faire attention à vos attentes par rapport à l'usage de ce genre d'outils. Vous pouvez y gagner un temps considérable, sincèrement. Vous pouvez améliorer la qualité de vos contenus. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil, en fait, hein. C'est juste un outil. Donc, si au bout d'un moment tout le monde se met à utiliser ce genre d'outils, le fait de rester en marge, eh ben, le risque de voir sa capacité de production, de voir son rendement, sa productivité chuter par rapport à de la concurrence qui va s'y mettre, et vos concurrents vont s'y mettre. Le risque est que, en fait, progressivement, il y a une perte de vitesse dans l'activité économique. Et il faut aussi, en fait, bien voir, bien prendre en compte que, en fonction de, comment dire, en fonction de ce que vous voulez atteindre, ces outils peuvent vous assister dans votre travail, peuvent vous aider à gagner du temps, peuvent vous aider à lever des doutes. Mais ce sont des outils facilitateurs, ce ne sont pas des outils producteurs. Ça ne remplacera jamais votre cerveau. Et ma conclusion sera là-dessus, hein, ça remplacera jamais, vous ne serez jamais, vous, en tant qu'artisan, remplacé par des intelligences artificielles. Vous êtes face à un public qui est réceptif, les gens veulent du contact humain. On va voir un artisan parce qu'on veut mettre une tête sur un professionnel. On veut en fait vous serrer la main, on veut vous rencontrer, on veut entendre votre voix. On n'a pas envie d'être face à une intelligence artificielle, c'est évident. Vous êtes face à un public qui est réceptif, qui vous soutient et qui vous soutiendra dans les années à venir. Il ne faut pas avoir peur de cet outil. Il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'hystérie qui pousse tout le monde à s'y jeter sans réfléchir. Mais voilà, c'est un outil qu'il est intéressant de comprendre, d'apprivoiser, duquel se méfier et aussi de mettre à disposition afin d'améliorer tout simplement le chiffre d'affaires de votre entreprise. Et voilà un petit peu ce que je vais choisir de vous en dire en guise de conclusion. Alexandre, je t'en prie, Merci Adrien. attaque. Bon, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Ça a peut-être éveillé quelques curiosités, peut-être quelques peurs aussi, quelques craintes. Mais voilà, en tout cas, merci pour cette présentation et puis pour cette bonne conclusion aussi. Juste pour la suite, on a des prochaines dates si ça peut vous intéresser sur le financement participatif. Donc, on fait un atelier mercredi prochain, le 14 février, avec notre partenaire KissKissBankBank pour apprendre à créer sa campagne de crowdfunding. Et donc, nous, on a un parcours à la Chambre de métier avec des échanges directement avec les conseillers économiques sur votre faisabilité et votre business plan ou conseiller numérique pour apprendre à communiquer autour de votre projet. Donc, vous pouvez vous inscrire directement via le QR code ou via notre site internet. Prochaine slide, s'il te plaît. On a aussi 2 ateliers avec Google qui vont bientôt sortir. Hop. Voilà, donc le prochain, le 22 février, de 12h30 à 14h sur la publicité en ligne, savoir comment ça fonctionne pour créer des publicités payantes. Et nous serons sur une tournée physique, donc fin mars, sur comment créer des contenus performants pour gagner en visibilité sur les réseaux, sur Internet, pardon. Donc on va parler réseaux sociaux. Il y aura quelques exemples aussi avec création de contenu avec l'intelligence artificielle et donc plutôt à destination des entreprises artisanales qui vendent du produit. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Auray, Concarneau, Paimpol ou Vitré fin mars. Et il y aura donc l'inscription possible très bientôt sur notre site internet. Pour finir, donc on vous enverra un lien avec le replay et la présentation dans les prochains jours, le temps de l'uploader sur le bon site. Et derrière, n'hésitez pas si vous avez des questions pour nous recontacter. Alors pour toutes celles et ceux qui sont en train de se sauver, un petit sondage s'affiche sur votre écran juste avant de partir. Notamment on aurait dû commencer par ça, c'est pas grave, on en apprend tous les jours, afin de savoir si vous seriez intéressé par une suite un petit peu à ce webinaire. Vos retours pour nous sont importants. On s'adapte, on essaye de répondre au plus près aux attentes, aux besoins de notre public artisan. C'est extrêmement important pour nous d'avoir un retour de votre part. Et enfin, un petit sondage en plus sur lequel je vous laisse. Ça, c'est plutôt pour nous. Voilà.
savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, voilà, sachant que vous pourrez aussi, si vous avez envie, retourner par la suite sur la conversation Teams afin d'y apporter des réponses tant que c'est ouvert. Pour aller en direction un petit peu de la fin et des quelques questions qu'on a laissées en suspens, je vous présente très rapidement quelques sources, c'est pas du tout exhaustif. Pour celles et ceux qui sont curieux. Vous avez aussi possibilité d'avoir déjà accès à des formations sur certaines plateformes. J'ai choisi la BPI, il y en a d'autres. Voilà. Avec une liste de prompts, un autre teaser un petit peu d'une version 2. Pour celles et ceux qui auraient envie déjà d'aller jeter un œil directement par eux-mêmes. Et je vous propose qu'on termine un petit peu sur quelques questions. Alors j'en ai vu passer quelques-unes, Alexandre, a priori elles sont perdues déjà dans les conversations. Sélectionnées. Je t'écoute. Si tu as vu des choses qui ressortent plus que d'autres. J'en ai vu passer quelques-unes, hein, éventuellement, tant que tu cherches, on peut échanger rapidement. On va peut-être en faire que deux ou trois afin de. Alors, il y avait la question toujours de la propriété intellectuelle. On peut protéger ces données, protéger ces images et ces créations pour les artistes qui publient sur les réseaux sociaux. Le problème, en fait, pour tout ce qui est, c'est en cours, hein, en fait. Donc, l'Union européenne a validé récemment l'IA Act, qui est en cours de mise en place, qui est en cours encore d'évolution. Donc, on ne pourra pas répondre de façon absolue là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers une forme de contrôle de la production d'images, on va vers la production des artistes humains, on va en fait presque, il ne faudrait peut-être pas que je m'avance trop là-dessus, mais on va presque vers un label Made in Human, hein, afin de différencier les productions qui ont été générées automatiquement par des modèles d'intelligence artificielle génératifs et les productions faites par des humains. Ce sera d'ailleurs, à défaut d'utiliser ce genre de modèle, ce sera un argument de vente, hein, le fait de continuer à produire vous-même vos propres contenus, le fait de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, même si ça ne change rien par rapport au contenu de vos publications, le fait de le mentionner dans vos publications, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, aura un certain poids en termes de communication. Les outils justement pour faire un calendrier éditorial avec l'intelligence artificielle ou pour programmer les posts. Alors bon, pour aller rapidement là-dessus, un bon outil pour les calendriers, vous avez Notion. Sachant que dans Notion, vous avez des options payantes, mais intéressantes, d'intelligence artificielle qui peuvent vous permettre progressivement d'automatiser en fait la création de vos contenus. Par rapport à la création automatique de contenu, la position actuelle de Google est qu'ils vont regarder la qualité par rapport à l'origine des textes produits, des images. Dès l'instant en fait où le texte produit est considéré comme étant intéressant pour les internautes, Google en fait ne pénalisera pas votre site internet, ne pénalisera pas le référencement de votre site internet si vous générez automatiquement, partiellement, en fait, du contenu pour votre site avec des intelligences artificielles. Par contre, l'automatisation de la création de ces contenus sera, elle, pénalisée par une amputation au niveau du référencement. Vous avez le détail dans ce petit article-là. Voilà, IASEO, pour ceux qui veulent creuser un petit peu le sujet. Le lien Notion, oui, dans un drive que j'ai quelque part et que je présente notamment en formation, je vous laisserai, si vous voulez, Anna, me renvoyer un mail et puis je vous enverrai ce que j'ai. Est-ce qu'on a... Alors, malheureusement, je risque d'aller plutôt vers les dernières questions. Oui, de toute façon, on va clôturer, on ne pourra pas répondre à tout. Est-ce que tu en avais vu une Alors, il y en avait une de Dan à laquelle on peut répondre, je pense. Pourquoi un artisan qui vend sur Internet ne pourrait pas être entièrement virtuel et passer pour un humain pour vendre, par exemple des objets faits par des machines numériques? Alors, la création des machines numériques, on pourrait imaginer une CNC avec une imprimante 3D, pourquoi pas? Et ça existe déjà, en fait, hein. Vous avez notamment en Chine des grandes entreprises ou des entreprises avec des influenceurs qui vont... alors, ce sont des services qui coûtent aujourd'hui assez cher, mais vous pouvez vous émuler à 100%.
afin d'avoir en fait un avatar virtuel en vidéo hein, qui parle comme vous, qui pense comme vous, qui présente comme vous, pour animer H24 votre chaîne de présentation d'objets pour de la vente en ligne. Ça, vous pouvez déjà en fait. Hein. Ça va vous coûter un certain prix, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible pour tout le monde, mais il est déjà possible en fait aujourd'hui de virtualiser une chaîne de distribution, une chaîne de production. Vous pouvez déjà le faire en fait. Là encore, du coup, on revient au fait que c'est pas ce que vont vouloir vos clients normalement. Et si la consommation, l'économie mondiale va dans cette direction, normalement, le monde artisanal restera protégé un petit peu de ce type d'automatisation dans la mesure où c'est pas ce que veulent vos clients. C'est pas ce qui est nécessaire non plus à la bonne réalisation de vos services. Petite Voilà un petit peu dernière, pour cette question. petite dernière question. Alors Notion, pour moi, il faut avoir un outil payant, enfin la version payante pour vraiment pouvoir l'utiliser pleinement. Et les données qu'on partage, contexte, exemple, texte, image, dans les outils IA, est-ce qu'ils restent privés, c'est-à-dire dans l'intelligence artificielle, donc dans les serveurs de l'entreprise, ou est-ce qu'il y a un risque qu'ils soient rendus publics? Alors, les données qu'on partage. Alors, on a parlé rapidement de RGPD. OpenAI est une entreprise états-unienne. Alphabet, maison mère de Google aussi. Le droit états-unien permet d'avoir accès à l'intégralité de tout ce qui transite sur le sol des États-Unis. Sous-entendu, si les serveurs sont situés aux États-Unis. Si le contenu, même si les serveurs sont situés en France, mais que l'information passe par les États-Unis avant de revenir en France, le contenu de vos échanges peut tout à fait être accessible au gouvernement états-unien. Donc il n'y a aucune privacité là-dedans, en tout cas pas vraiment pour le moment. Pour ce qui est du risque de plagiat, c'est pareil, c'est pas top. Donc, l'idée, en fait, c'est de ne pas mettre d'informations sensibles. Vous pourriez vous exposer aussi à de l'espionnage industriel. Enfin, bref, on conclura un petit peu là-dessus, mais n'ayez pas confiance dans tout ce qui est situé en dehors du cadre législatif européen. Tout ce qui cherche à s'en échapper, notamment pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Voilà. Ok. Et donc le prix ChatGPT par mois, je crois que la version Combien j'ai entreprise, elle est payé, à moi? 20 $. J'ai payé. Alors, c'est. Il y a plusieurs niveaux. Non, mais attends, parce qu'on te fait payer en dollars. C'est la raison Oui. pour laquelle aussi j'ai dû annuler mon abonnement dans les 5 minutes qui ont suivi mon inscription. D'une part, parce qu'on m'a fait payer en dollars. D'une autre part, parce qu'on m'a pas laissé le choix en me forçant de m'abonner sans limite de durée. Et enfin, parce que vous avez une quantité d'actions limitée avec ChatGPT payant, ce qui m'a profondément contrarié assez vite. Vous êtes limité à 40 questions, 40 interactions toutes les 3 heures. Quand vous êtes obligé de recommencer 10 fois un prompt parce que vous avez eu un problème de connexion, imputé en fait à des surcharges réseau côté OpenAI. Hein. Donc sous-entendu, si trop de personnes utilisent en même temps ChatGPT, en pleine génération d'un contenu, ChatGPT peut planter. En plantant, pour relancer l'action, parce que vous n'aurez pas de contenu, vous n'aurez pas d'image, vous n'aurez rien, vous reconsommez un jeton, vous reconsommez une interaction. Voilà. J'ai rapidement, j'ai utilisé pendant un mois ChatGPT, je me suis payé une fois, par curiosité, je n'y retournerai plus. Ça peut en intéresser un certain nombre, d'autres moins. Et il est à savoir que si vous ne passez pas en version entreprise, vous êtes dans une version plus de la version gratuite. Quoi. Et ça s'arrête là. Voilà. Donc la plupart des outils sont gratuits dans un premier temps, modèle Alors, premium, et deviennent payants après via des abonnements ou autres. par défaut, en fait, si vous utilisez ChatGPT 3.5, c'est gratuit. ChatGPT 3.5 vous permet d'accomplir tout ce qui a été vu aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, autant en termes de création de texte que de création d'images. Par contre, c'est moins précis, c'est basé sur des bases de données obsolètes de 2021, d'où le coût des œufs de chevaux dans le modèle 3.5 et pas complètement dans le modèle 4.
Et voilà, en fait, vous pouvez tout faire avec la version gratuite, mais le niveau de détail ne sera pas le même. Pareil pour Notion, en fait. Le gratuit, c'est bien pour tester, voir si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. À partir du moment où vous voudrez quelque chose de fiable et de durable dans le cadre de l'amélioration de votre chiffre d'affaires, de votre activité professionnelle, je ne pense pas trop m'avancer en disant que vous ne voulez pas vous reposer sur des outils gratuits. Voilà ce que je peux vous en dire. Et il y a plein de choses qui sont faisables avec du gratuit, hein, c'est pour ça qu'on vous a présenté sur tout ça. Mais pour avoir quelque chose de réellement fiable, vous ne resterez pas, si vous commencez à utiliser intensément ces outils-là, vous ne resterez pas sur du gratuit. Il faudra passer sur du payant. Ok, on va s'arrêter là du coup. Merci Adrien. Merci Alexandre, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci pour votre patience, désolé pour les petits inconvénients techniques qu'on a eu au début. Merci pour votre participation, pour vos questions. Je relirai le chat en détail probablement à partir de la semaine prochaine. Ça influencera bien entendu la suite des événements. Un grand merci à vous toutes et tous pour nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ce temps d'échange. Et on vous renvoie le webinaire, enfin pardon, le replay, la présentation. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont demandé peut-être un rendez-vous avec un conseiller numérique, on reviendra rapidement vers vous. Ou sinon, au plaisir de vous revoir sur d'autres ateliers ou formations qu'on met en place. Merci à tous et toutes et bonne journée. Merci Adrien. Passez une bonne journée. Merci Alexandre, merci tout le monde. Ah oui, alors juste avant d'arrêter l'enregistrement, tant que j'y suis, on vous enverra un replay, vous aurez accès au contenu et n'hésitez pas à reprendre contact avec nous par la suite si vous voulez échanger sur le sujet. Merci à tout le monde.